Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Zigzag Café. Je vous le rappelle, une semaine consacrée à Claude Thoras-Saintin, qui a publié Chronique du temps présence chez Zoé, on y reviendra tout à l'heure. Claude, on fait un petit essai pour la voix? Je crois qu'il faudrait mieux pas trop essayer. C'est assez remarquable quand même. Qu'est-ce que vous avez chanté hier soir? Non, hier soir, j'avais un comité de la LICRA et ça a duré assez tard. On a beaucoup parlé, ensuite on a été manger. J'ai pas beaucoup bu, mais on a mangé pas mal et puis on a discuté. Je me suis couché à faune, je me suis réveillé à faune. Et seulement depuis 11h ce matin, grâce à Monsieur Chavaz, mon pharmacien, que je peux un petit peu essayer de parler. Mais ça me donne un côté, je pense, un peu comme ça, crooner. Oui, c'est ça, exactement. C'est peut-être l'émotion de revoir Guillaume Chenevière, non? On verra ça tout le temps. On va voir ça tout à l'heure. Je vous propose, vous savez que c'était notre chouchou, on l'a suivi depuis un certain nombre de jours. C'est Steve Ravussin, ce garçon qui a gagné dans la course la Route du Rhum dans la catégorie des multiclasses 3, avec un bateau extraordinaire dont vous verrez quelques images tout à l'heure. Je crois cette fois on l'a retrouvé. Il est en dialogue avec nous. Steve, est-ce que vous nous entendez? Bah ouais, moi j'ai fait un peu la fête, mais j'ai une meilleure voix. Hein. Ouais, il me semble aussi. C'était pas la fête, c'était le travail. Bon, j'ai séché déjà. Bon, il paraît donc, que vous avez pris beaucoup d'eau, hein, pendant la traversée. Oui, pas après. Ah bah c'est sûr que mes sinus ils sont propres là, hein. Comment dire. Non, j'ai pris beaucoup d'eau, ouais. Racontez-nous dans quelles conditions vous avez voyagé, vous avez fait la course. Alors bon, au début j'étais dans une combinaison de survie, comme on dit, parce que ça on est tout le temps mouillé, puis on a froid, donc ça c'est bien, on met des fourrures polaires dessous, pour que ça absorbe l'humidité. Et puis j'avais des lunettes de ski, donc jusqu'à au jour d'arrivée, j'étais soit en ciré, avec des lunettes de ski tout du long, parce que ça mouille. Bon, les gens se posent toujours la même question. Comment avez-vous pu dormir pendant tous ces jours de traversée? Combien de temps et quel rythme? Plaisir, mais moi je vous dis. Pardon? Il n'y a personne qui vous dérange, c'est vraiment sympa. Hein. Non, écoutez, on a une symbiose avec mon petit Kelly Service que j'adore, hein. Écoutez, je crois qu'on vit un truc super ensemble parce que on commence à sentir tout ce qui se passe dans le bateau. Et puis vous pouvez dormir, mais vous avez toujours un œil ouvert, comme je pense que les Indiens ils étaient dans le temps. C'est vraiment incroyable jusqu'où c'est pas tout le monde pourrait le faire. Hein, ça c'est sûr que on dort, mais au moment où ça va plus, on est réveillé debout, on choque les voiles, c'est vraiment c'est extraordinaire. Alors racontez-nous le retour quand on est à quai, quand enfin la course est terminée. Comment on vit ces jours qui suivent là? Vous êtes arrivé depuis dimanche. Est-ce qu'on arrive à se détendre? Pour moi, c'est comme si j'étais parti avant hier de Saint-Malo. C'est fou quoi. L'arrivée, c'était tellement fabuleux. Il y avait Laurent qui m'attendait, il y avait tous mes copains, c'était merveilleux, quoi. Et puis, mais pour moi, dès qu'on est à terre, c'est dingue. C'est comme si de rien n'était. Une heure après, on était dans une boîte, il y avait du bruit partout. C'était comme si j'avais jamais quitté tout le monde, quoi. Bon, Steve, on se donne rendez-vous, hein, parce que je crois que vous serez de retour en Suisse au début de la semaine prochaine, c'est ça? Oui, je rentre dimanche. Alors, on vous accueillera avec plaisir à Zigzag Café en début de semaine. Hein, on va essayer d'organiser ça. Une question tout de même, est-ce que vous avez fait votre lit et votre chambre avant de quitter le bateau? Alors là, c'est sûr que j'ai nettoyé la cuisine en même temps que je faisais la chambre, comme c'était le même endroit. Donc, non, là, on a tout poussé le bateau. Là, il est propre. Nickel. Ah bien, il est propre en ordre. Bien, merci Steve. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Je crois qu'on peut l'applaudir. Oui. Ouais, je crois que c'est assez extraordinaire quand même. Quelle santé! Ouais. Et je crois que cette bonne humeur ne l'a pas quitté pendant tout le trajet, alors que les conditions étaient... C'est une chose qui nous a frappé d'ailleurs tout au cours de cette semaine sur la voile, c'est qu'ils racontent leur traversée comme
c'était aussi simple que prendre le train Genève-Lausanne, et en réalité, c'est dans des conditions extrêmes. Le bateau est beaucoup plus petit, on l'a vu sur les images tout à l'heure à côté du Primagaz, et puis l'homme à du cran, je crois que c'est un tout petit peu, avec Dominique Favre et Michel Paré, un peu les sportifs de l'année dans le domaine de la voile. Alors voilà, aujourd'hui, on revient dans l'univers de Claude Torasanta, et on y revient avec... on fait des allers-retours, on va parler de l'université tout à l'heure, où Guillaume Chenevière et lui-même se trouvaient ensemble. Mais d'abord, aujourd'hui, la vie de Claude Torasanta aujourd'hui. Septembre 92, il y a donc 6 ans, Guy Métan, qui était directeur de la Tribune de Genève, m'a proposé d'écrire une chronique au moment où je renonçais à toutes mes fonctions à la TV. J'ai hésité. J'hésitais, parce que premièrement, une chronique, c'est pas toujours simple. Est-ce que j'ai quelque chose à dire, quelque chose d'un peu original ou intéressant? Et puis, est-ce que j'aurai le temps? Et je ne regrette pas d'avoir fait, d'avoir accepté. Parce que d'une part, ça vous oblige à ce travail d'écriture. Et j'ai redécouvert, si j'ose dire, l'écriture à la presse écrite. J'avais fait 10 ans de presse écrite avant la télévision. Et j'avais oublié un peu l'écho que suscite à la fin. Surtout une chronique. Le sujet, c'est un peu lié à l'actualité, à ce que je lis, à varier un peu les thèmes. Si j'ai un thème politique une fois, 15 jours après, c'est plutôt un thème de fait de société. Une fois que vous avez trouvé un peu l'idée, c'est de vous dire qu'est-ce que j'ai quelque chose à dire. Est-ce que j'ai quelque chose sinon d'original, tout au moins est-ce que j'ai une idée? Parce que la chronique, c'est quelque chose d'assez particulier. Ce n'est pas un compte-rendu, ce n'est pas un article qui rend compte d'un événement. C'est essayer, en partant de l'actualité, d'éclairer les choses un petit peu différemment. Et de moment où vous dites, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais vraiment, quelle idée d'accepter de faire une chronique tous les 15 jours, ou bien de se dire, mais finalement, je suis parti sur cette idée, j'ai rien à dire. Mais ça, c'est corrigé par ce vieux réflexe journalistique. Il faut toujours faire. Il faut toujours assumer. Il dirait qu'au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière. Mardi est un peu famille et chronique. Vous êtes grand-père ou grand-mère, mais les choses avec plus de distance. Vous n'êtes pas en charge de leur avenir de la même manière. Donc vous avez une plus grande disponibilité. C'est vraiment le côté un peu grand-père gâteau. J'en parle là, effectivement. D'abord, pour le moment, l'âge venant, vous êtes plus souple avec beaucoup de choses. Avec l'âge, on est plus en rondeur. L'expérience vous a montré que les choses sont peut-être plus nuancées, plus complexes qu'on ne pouvait l'imaginer. Tu veux un peu de courge? Non. Oh, si, tu adores la courge. T'en as pas mangé? Dis que t'aimes pas les légumes et puis c'est plus vite fait. J'aime pas les légumes. À part les épinards, c'est pour ça qu'on mange des épinards le mardi. Si tu passes encore quelques années à venir comme ça tous les mardis chez nous, je sais plus ce qu'on va faire comme menu. Toi aussi, t'as commencé l'allemand. Ouais. Alors, ça donne... Bon. Partout, les services sociaux sonnent l'alarme, la pauvreté s'étend, la croyez disparue, elle est présente au cœur de nos villes au sein de l'abondance helvétique. Les inégalités se renforcent et menacent la cohésion sociale. Contrairement à ce qu'on pense généralement, ce ne sont pas les personnes âgées qui sont les plus touchées. Les pauvres aujourd'hui sont jeunes, ont un logement et des enfants. Lorsque vous dites « je », lorsque vous prenez position, lorsque vous soignez aussi un peu la forme, lorsque les gens ont le sentiment que vous éclairez un peu un événement, que vous mettez en perspective, la presse écrite suscite encore des réactions. Il y a un intérêt croissant, me semble-t-il, des gens pour les prises de position et les éclairages. Donc tenir une chronique, c'est aussi militer, en fait. Militer pour ses idées. C'est militer pour ce qu'on croit juste. C'est militer pour un certain nombre de valeurs, les droits de l'homme, la justice sociale, tout au moins à mon point de vue. C'est militer pour... j'aime pas beaucoup le terme militer, même si je le reprends de ce que vous avez dit, parce que le militant, parfois, ne voit qu'un seul point de vue. J'essaye malgré tout quand même
de me situer quand j'écris une chronique en pensant à l'autre, si vous voulez. Mais c'est de militer pour un certain nombre de valeurs auxquelles je crois. Alors, Claude Torasanta, quand on écrit des chroniques, il y a évidemment des réactions. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez une chronique régulière dans la Tribune de Genève. Autour du 15-17 novembre, vous en publiez une qui s'intitule « L'inquiétante crise de la TV romande » où vous dites « Il faut désigner rapidement le successeur de Guillaume Chenevière et non pas attendre 3 ans comme cela est prévu ». Alors, il y a plusieurs lectures de votre article que vous allez nous expliquer. La première lecture, c'est de se dire « Est-ce que c'est un appel du 18 juin ? Claude Torasanta voudrait revenir à la télévision romande ». Alors ça, je peux vous dire d'une part qu'avec ma voix, ce serait pas possible, et puis que deuxièmement, ça serait pas possible compte tenu de mon âge. Non, c'est pas ça. Je suis profondément attaché à cette maison, où j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie professionnelle. J'ai été très frappé par les réactions qu'a suscité d'une part la non-succession de Guillaume Chenevière. Vous savez, je rencontre beaucoup de monde dans mes autres activités, dans les milieux politiques, syndicaux, patronaux, milieux économiques et autres. J'étais très frappé du jugement qui a été porté sur cette non-décision. J'ai vécu beaucoup de crises à la TV, j'ai moi-même été au centre de crise, donc je sais très bien ce que c'est que ces crises, ces problèmes, pas attacher trop d'importance et tout. Mais j'étais frappé par ça. Puis ensuite, j'étais frappé par l'affaire de soir dernière, qui est une petite affaire en soi, j'entends par là, c'est pas tellement important, une mauvaise communication, une mauvaise décision même. Mais alors, l'écho que ça a eu, et je ne crois pas que c'est seulement parce qu'il y a un journal du matin qui n'aime pas beaucoup la TV romande, c'est pas seulement s'il y a eu un problème de communication. Ça révèle quelque chose, à mon avis, de plus profond sur l'image qu'un certain nombre de dirigeants, de leaders d'opinion portent sur la TV romande maintenant, et sur le fait que ça nourrit, ou ça donne des arguments à ceux qui mettent en cause le statut de la loi radio-TV, le statut de la SSR, qui parlent de privatisation. J'étais il y a quelques jours avec des représentants d'un parti politique, puis à un certain moment on est venu à évoquer la TV, ils m'ont dit mais il faut privatiser, vous ne savez pas diriger cette maison, c'est mal géré, etc. et tout ce qui n'est pas vrai. Mais il y a une image à l'extérieur. Et j'ai hésité à écrire cette chronique, parce que je suis à la fois dedans et dehors, mais je me suis dit peut-être que si j'ai encore une petite crédibilité, parce que je sais aussi les incertitudes qu'il y a dans la maison. Peut-être que je peux dire un certain nombre de choses, et notamment dire cette chose-là, et je le dis devant Guillaume. La succession de Guillaume a duré pratiquement 2 ans, une sorte de campagne préélectorale, avec tout ce que ça implique pour une incertitude dans une institution. Et je le sais, puisque en tant que président du conseil d'administration de l'Hospice Général, nous avons dû choisir le successeur de Guy Perrault il y a un peu plus d'1 année. Donc je sais comment ça se passe. Et deuxièmement, maintenant, je me dis, c'est pas possible que cette maison attende encore 3 ans. Je pense que ça sera utilisé à l'extérieur. Et je dirais, ce sera la dernière chose, le déclic qui m'a amené à faire cet article. C'est un article ou une chronique qui a paru dans Le Temps, de mon ami Pierre Weiss, qui est proche des milieux patronaux, et qui a eu des mots très durs pour la télévision. Et derrière ça, je sais bien que c'est toute une interrogation, parce que j'ai rencontré certains de ces représentants du monde patronal, une interrogation sur le statut de la SSR. Et je dis, et je répète, n'attendons pas 3 ans, qui va créer un climat d'incertitude. Il faut prendre une décision rapidement pour, je ne dirais pas sauver cette maison, ce qui serait excessif, mais pour répondre à ceux qui remettent en cause la SSR. Alors Claude, avant que Guillaume réponde, vous allez d'abord le faire par une lettre. Hein. Vous allez envoyer une lettre à Claude Torasanta à la lecture de cet article. Et je crois qu'elle commence comme ça. « Mon cher Claude, tout cocoé ». C'est-à-dire, un peu comme César qui voit Brutus lui planter le poignard, il dit... Toi aussi, tu es parmi ceux qui critiquent. C'est votre première réaction, celle-là? Oui, parce que moi j'ai accepté de rester 3 ans de plus pour essayer de sauver cette maison, moi aussi. Et une histoire comme celle-là, évidemment, un article comme celui de Claude ne me rend pas service, parce que Claude est une figure archétypale de notre maison, et quand il dit il faut que Guillaume s'en aille, ça ne me rend pas la vie plus facile pour les 3 ans qui me restent à essayer de mener cette maison à bon port. Et je crois que nous y arriverons malgré la crise. Je crois, tu sais, que tu dois te rendre compte, Claude, que la situation a beaucoup changé. Là, depuis que tu es parti de la maison, tout à l'heure j'entendais avec surprise que ça fait déjà 7 ans, et la situation... J'ai abandonné mes fonctions. Oui, tu es toujours dans la maison. En fait, disons, tu es autour de la maison au lieu d'être dans... Tu sais, c'est une grande différence. Tu as vécu ces choses-là. Ouais. Non, mais attends, laisse-moi juste dire ceci. Je crois que ce qui a beaucoup changé, c'est simplement que le phénomène de la concurrence extérieure et de la pression qu'il y a sur nous, faire 2 chaînes à la place d'une, sur tout notre personnel et sur nous-mêmes, c'est vraiment un effort considérable. Ce qui a été le plus difficile dans cette malheureuse histoire, n'est-ce pas, elle a été mal interprétée par un certain nombre de personnes, puisque
puisque je lisais encore François Grosse tout récemment, qui dans un article très méchant, du reste, quelle haine il y a contre nous dans certaines personnes, il affectait de croire que ça signifiait d'arrêter ce soir dernier pendant 8 jours, que c'était puisque les Genevois sont en vacances, c'est pas la peine de le faire pour le reste de la Suisse romande. En réalité, c'est tout autre chose, c'est qu'il y a ici, dans cette maison, 600 enfants de moins de 15 ans, et que de dire que les vacances scolaires n'ont pas d'effet sur la production est une absurdité. Le problème, c'est qu'il ne faut pas le dire de cette manière. Dans aucun hôpital, on ne va dire, maintenant c'est les vacances scolaires lors des grandes opérations, on va les remettre à plus tard. Personne ne dit jamais ça. Nous, il y a eu là une bêtise de communication. Mais alors, ça a eu un effet très très triste, c'est que ça a donné l'impression que nos collaborateurs sont des privilégiés, qui se la roulent, etc. Ce qui est tout à fait faux. Nous sommes en train de renégocier très durement la convention collective. Nous avons introduit ici des méthodes de gestion qui sont beaucoup plus dures qu'à l'époque que Claude a connu en tant que responsable de la maison. Il la connaît toujours comme journaliste, mais il ne connaît pas la nouvelle donne. Et c'est vrai que ça permet parfois de faire des erreurs. Mais ce que ça permet aussi, c'est une augmentation considérable des prestations aux téléspectateurs. Et moi, je crois quand même qu'ils y sont sensibles. Moi, quand je vois comme hier soir encore, quand on a 60 000 personnes qui regardent le concert anniversaire de l'OSR sur une chaîne, pendant que sur l'autre chaîne, il y a un film qui fait 200 000 personnes, moi, j'ai l'impression que ça, c'est des choses, même de ton temps, Claude, je ne crois pas qu'on pouvait faire un concert qui pouvait atteindre cette ampleur. Je crois qu'on est aujourd'hui dans une situation où on offre plus. Mais alors, évidemment, on promet beaucoup en faisant ça. Et dès que l'on ne tient pas une promesse, ça a été le cas dans l'affaire de soir dernier, alors on nous en veut terriblement. Mais c'est au fond une démonstration d'attachement. Ben, j'espère bien qu'une crise pareille ne se reproduira pas pendant les 3 ans qui me restent, mais elle a ça de bon. Elle a montré que les gens sont attachés aux prestations qu'on leur livre, vraiment dans le détail. Et je crois que pour ça, pour nous, c'est un grand encouragement. Alors, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'il y a une concentration de critiques ces derniers temps. Est-ce qu'elle porte particulièrement sur le programme, la gestion ou le management, selon vous, la gestion humaine? Non, mais je crois quand même qu'il faut dire une chose. Je connais quand même bien cette maison. Je sais aussi les incertitudes qu'il y a dans la maison, Guillaume, mais il ne faut pas les nier. Les incertitudes quant à l'avenir. Je trouve qu'il n'est pas sain pour une maison quand on attend 2 ans la nomination des directeurs, et ensuite quand on va attendre 3 ans. Et quand d'autre part, le directoire a une grande responsabilité, je l'ai dit à l'un de ses membres il n'y a pas très longtemps, une grande responsabilité de ne pas avoir pris une décision. Je t'en parle là, comment peut-on ne pas prendre une décision, quelle qu'elle soit? Parce qu'est-ce qui se passe? On te place dans la situation d'attente. On sait que tu partiras dans 3 ans, donc la maison attend. On disqualifie, on désavoue les 2 principaux collaborateurs, Chanel, Vuillamot. Tout ça n'est pas sain. Tout ça n'est pas sain par rapport au personnel, et de ce point de vue-là, il y a un amateurisme, j'utilise ce terme, du directoire. Un amateurisme dans la non-décision. Et c'est grave. Et je le répète, c'est pas la question des programmes. C'est vrai que la TV, que je suis attentivement, a 2 chaînes et qu'elle a s'est développée. C'est vrai qu'il y a des problèmes de qualité. Il y a, quant à la gestion, quant à la structure, des critiques très vives, et certains profitent de ça dans des milieux économiques, au Parti radical sur le plan suisse, au parti à l'UDC, profitent de ça pour remettre en cause. C'est-à-dire, vous voyez, c'est la démonstration. Et quand moi je lis une phrase très dure et très injuste dans un journal concernant, on dit que quelque chose de pourri à la télévision suisse romande, quand on parle de laxisme dans la gestion, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, quand je lis ça, je dis attention, derrière ça, il y a la volonté de certains milieux de remettre en cause la loi radio-TV, le statut de la SSR, et ça c'est dangereux. Et je pense qu'il est indispensable, et ça dépasse ta personne, Guillaume, on se connaît assez, ça dépasse ta personne, il ne faut pas attendre 3 ans dans l'incertitude. Je connais bien les réformes Arthur Andersen, je connais bien la société Arthur Andersen, je connais bien les gens qui s'en occupent. Je sais ce qui se passe, je sais cette volonté de réorganiser. Mais n'attendez pas 3 ans, car se prépare un certain nombre de choses contre la SSR, et ce qui se passe là nourrit. Avant que Guillaume vous réponde, encore à propos de votre article, je vous ai posé la question, vous n'êtes pas candidat. Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Vous dites qu'il faut désigner quelqu'un, et à vous entendre, ce pourrait être quelqu'un de l'extérieur. Je me trompe? C'est marrant parce que la question m'a été posée aussi par des gens du directoire. Non, moi, j'ai aucun nom. Je ne fais pas campagne. Et en faire un article pareil, c'est normal quand t'es posé la question. Bien sûr, j'ai aucun nom. D'abord, pas moi. Je sais qu'il y a des noms qui peuvent être prononcés. Je prétends que dans ce pays, la première chose à faire, c'est quel profil veut-on? Veut-on un gestionnaire-manager avec un directeur des programmes fort à côté de lui, ou veut-on un homme qui est, comme Guillaume, qui est à la fois homme de programme et gestionnaire? Qu'est-ce qu'on veut? Et deuxièmement, prendre un certain nombre de contacts. Ces gens existent. Est-ce qu'il y en a à l'intérieur de la maison? Est-ce qu'il y en a à l'extérieur? En fonction du profil. C'est ça que j'ai du mal à comprendre comment cette affaire a été gérée. Je le répète, on a dû nommer un nouveau directeur à l'Hospice Général. On a mis en place toute une procédure.
Je ne vais pas critiquer le directoire. Non, parce qu'il n'y a pas de représentant d'ailleurs. Parce que je l'ai déjà fait. Ouais. Bon. Non, moi je suis chargé de mener à bien, avec le directoire bien entendu, ma propre succession, ce qui n'était pas du tout le cas la fois précédente. Et donc je vais m'en occuper. Aberrant, Oui, pas tout à fait quand même, parce que je crois, écoute, honnêtement, nous connaissons quand même un petit peu comment cette maison fonctionne. Et moi, si on m'avait demandé mon avis, les choses auraient peut-être pas été tout à fait comme ça. Mais c'est une autre chose. Et donc cette fois-ci, on va faire exactement ce que tu préconises. Nous sommes en train de déterminer le profil. Seulement, il n'y a pas d'urgence, parce que pour l'instant, il n'y a pas de climat préélectoral à la télévision romande. Il y a encore un tout petit peu de reste de climat post-électoral. Mais je voudrais tout de même dire ici que mes deux collaborateurs n'ont pas été, à mon avis, du tout décrédibilisés dans leur fonction actuelle, ni l'un ni l'autre. Raymond Villameau est un directeur des programmes hors pair, tout le monde le reconnaît. Franchement, tous les Français nous l'envient et voudraient nous l'arracher. Je pourrais te donner des exemples concrets de cela. Donc c'est un homme qui est très compétent dans ce qu'il fait, et le fait qu'il n'ait pas été choisi comme directeur, poste horriblement ennuyeux, a l'avantage pour lui de lui permettre d'exercer tous ses talents dans le programme. Quant à Jean-Claude Chanel, vous savez aussi bien que moi que c'est un homme qui est en train de conduire chez nous le changement technologique à une vitesse extraordinaire. Alors moi, je veux bien que le Parti radical ou les milieux patronaux disent ce genre de choses, mais l'autre jour, je m'exprimais devant 300 cadres de l'économie romande à la Fédération des syndicats patronaux, et je crois que j'ai pas eu de peine à leur montrer que la maison est extrêmement bien gérée et qu'avec l'argent qu'on a, on en fait vraiment un maximum. Alors moi, je veux juste aller jusqu'au bout. Moi, je considère mon mandat, qui sera, s'il est moins de 3 ans, j'en sais rien, je pense qu'il sera de 3 ans quand même, parce que je l'ai accepté sous cette forme-là. Pendant ces 3 ans, je vais mener une réforme de gestion dans cette maison qui convaincra les plus critiques parmi les patrons, les milieux auxquels tu fais allusion. Et d'autre part, je pense qu'il nous faut aujourd'hui, et c'est ça qui me paraît le sujet le plus intéressant ici, c'est de repenser la mission de service public dans l'époque que nous vivons. Et le rôle d'imagination, le rôle de stimulation, le rôle de critique positive, mais aussi encourageante, que l'on doit tenir à l'égard de ce pays, qui, c'est vrai, est dans une phase actuellement où il n'a pas confiance dans ses propres forces, dans ses propres capacités, dans ses propres ressources. Et je pense que la TV romande doit jouer un rôle très très important, et moi je voudrais vraiment contribuer à cela, puisque j'ai accepté ce mandat et que j'ai jeté par la fenêtre, je t'enviais en te voyant avec tes petits-enfants, j'ai jeté tout ça par la fenêtre, mais je ne le fais pas pour rien, et pour le moment, mais c'est comme ça, et j'ai un petit-fils que... Non, pas le petit-fils, le petit-fils que je l'adore, s'il me regarde, bon, je ne vais pas te jeter par la fenêtre. Mais je n'ai pas beaucoup de temps pour lui, parce qu'il faut que je m'occupe de cette maison, mais je crois quand même que maintenant que j'ai accepté cette responsabilité, je vais le faire. Toi-même as éprouvé le besoin d'écrire à ce que tu as appelé les leaders d'opinion. Tu es bien sensible qu'il faut les persuader. Bien sûr. Et toi-même viens de dire que tu as annoncé aux collaborateurs que tu allais faire un séminaire sur le service public. C'est que tu es bien conscient qu'il faut réfléchir à ça. Donc j'en parle par là. Alors là, tu mets ton article, mais tu dis comme tous les autres, comme toutes les autres critiques. Cette affaire révèle un certain nombre de choses quand même. La non-décision et la soirée dernière. Et je pense qu'il est important de réagir. À cet égard, je voudrais citer quelqu'un que tu connais, qui a récemment publié une préface dans un livre, et qui dit de moi que pour lui, mon instinct journalistique est resté sans exemple, et reprenant les propos d'un tiers, dit que l'avenir donne toujours raison à mes jugements. Cet auteur est Guillaume Chenevière. Alors me voilà piégé à mon tour. Bon, autre question. Que je t'aime bien. Autre question quand même, parce qu'on a eu le sentiment, les téléspectateurs ont eu le sentiment quand même dans cette affaire qu'il y avait une grosse question liée à la communication. On avait le sentiment que les cordonniers étaient mal chaussés, en particulier à la télévision suisse romande. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le pense aussi, je pense vraiment. Je pense qu'on arrive très très bien à communiquer sur nos petites faiblesses, sur nos petits malheurs, sur nos petites disputes internes, chaque fois que quelqu'un perd un mouchoir dans l'ascenseur, on peut être sûr que ça fait des colonnes partout. Par contre, ce qu'on communique assez mal, je trouve, c'est nos succès, nos réussites, le fait que beaucoup de l'étranger nous envient, le fait qu'on avance très très vite dans cette maison et qu'on accepte tout à fait le changement, et qu'à cet égard, on pourrait plutôt être un modèle qu'être représenté comme le contraire. Là, il y a un vrai problème. Je le disais tout à l'heure, que nos collègues aient passé pour des pachas ou des expressions de François Grosse, ou aient passé pour des privilégiés qui s'endorment sur leur laurier, me semble extraordinairement fâcheux quand on pense à la réalité. Et je crois que notre tâche, ça doit être de nous occuper de ça aussi, mais plus encore, parce que je crois que finalement, nos petites histoires internes ne sont pas tellement intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est si on est capable, et je pense qu'on peut l'être, et je pense que les émissions comme celle-là, où on parlait tout à l'heure du prix de nos 20 ans, on parle de beaucoup de choses qu'on fait, ou de la chaîne du bonheur, puisque c'est aussi une chose que j'ai le bonheur justement d'avoir à ma charge. Je pense qu'on a plein de choses qui peuvent montrer qu'on peut donner des signes encourageants, des signes positifs, des signes d'ouverture, des signes de grandeur. Ce qu'on fait avec le petit argent qu'on a, la toute petite télévision qu'on fait,
pour 1 500 000 personnes, c'est un espèce d'exemple. Et je crois qu'on devrait plutôt la donner, arriver à montrer que c'est plutôt une chance et quelque chose que les gens doivent protéger, qui nous donne un espace, une espèce de dimension qu'on n'aurait peut-être pas sans cela. À l'un et à l'autre, pour conclure, pour que le service public s'en sorte, c'est à quelles conditions selon vous? D'abord, il faut une vraie volonté politique. Et c'est ça qui m'inquiète actuellement. Il y a des incertitudes dans le monde politique quant à la valeur du service public. Mais ça, c'est la crise générale des services publics. Il faut faire comprendre, et c'est pour ça que moi j'ai réagi. Et, vous savez, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je fais ou je fais pas cet article? J'ai écrit 2 ou 3 fois sur la TV, mes télévisions et violence. Mais là, je me dis, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dire quelque chose? Est-ce qu'il ne faut pas dire, comme certains disent, halte au feu? Parce que je m'inquiète, je le répète, de voir que dans les milieux politiques, on doute du service public. Je crois que la première chose, c'est de dire aux gens, si on veut sauver une télévision de qualité ou une radio de qualité en Suisse romande, elle ne peut être, pour ce petit marché, que de service public. Ce qui ne veut pas dire de la bureaucratie, de la fonctionnalisation, mais un service public dynamique. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux hommes politiques. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux responsables patronaux et syndicaux. C'est fondamental pour ce petit pays. Et je pense que des dérapages, c'est un dérapage l'affaire soit dernière, ou la non-nomination, cette espèce de décision, d'absence de décision affligeante du directoire, fait douter de la capacité des responsables de la SSR ou de la capacité des responsables de la télévision romande, et là je suis très sévère pour le directoire, fait douter de la capacité de cette institution à s'adapter, à se moderniser. Et quand Guillaume parle des programmes, quand Guillaume parle de réformes, etc. et tout, ce discours-là est peu entendu à l'extérieur. Les gens y voient un certain nombre de choses, et je le répète, qui paraissent négatives pour le service public. Et il faut faire comprendre aux gens de ce pays que le service public est une survie fondamentale pour la culture en Suisse romande, pour la vie associative. Sans le service public, nous aurons des chaînes strictement commerciales. Donc il faut se battre pour ça. Et ça exige peut-être effectivement de ne pas attendre 3 ans pour nommer un successeur à Guillaume Chenevière. Alors, je me battrai pour démentir Claude, au moins cette fois-ci, de faire en sorte que pendant ces 3 ans, la maison se transforme et ouvre la voie à ce que je puisse nommer un successeur que j'espère sera jeune et sera... Mais je ne crois pas qu'il faut un homme providentiel dans cette maison. Je crois qu'il faut que, effectivement, le milieu qui nous entoure voit le rôle qu'on joue. Encore, je regardais ce qu'on a pu faire dimanche après-midi lors des élections, lors des votations, pardon. On a eu vraiment une émission qui rend vraiment service. Je pense que d'avoir cette espèce d'espace de débat national qu'il y a autour de cette chaîne ici dans ce pays, et aussi, pas seulement sur les questions politiques, aussi sur les questions culturelles, sociales, en général, surtout, je pense qu'il y a en effet un rôle très très important, et je peux te dire, Claude, et je peux en prendre l'engagement ici, que si je sentais à un moment donné qu'il serait préférable que je me retire pour faire place à quelqu'un d'autre, je le ferais sans hésiter. Mais dans l'état actuel des choses, je pense que malheureusement, les situations, on ne va pas revenir sur les conditions dans lesquelles ça s'est passé, font qu'il faut que je reste encore en place pendant quelques années. Et croiseur, je le fais vraiment en espérant que ce sera dans l'intérêt de cette maison, et je me battrai exactement pour les choses que tu viens de dire. Sur ce point-là, en tout cas, nous serons d'accord. Guillaume, vous allez contredire Talleyrand, vous le citiez tout à l'heure, c'est très difficile de faire des promesses s'il fallait en plus les tenir. Ah oui, il faut les tenir. Je crois que nous, on a appris, c'est la grande leçon de soir dernière. On a fait des promesses avec cette deuxième chaîne, avec des nouveaux rendez-vous, et il n'est pas question de ne pas les tenir. Et même quand ce sont des rendez-vous peut-être de moindre importance que d'autres, il faut qu'on apprenne qu'il y a une valeur de symbole. Et ça, c'est la grande leçon de cette aventure de soir dernière, et j'espère qu'on la retient. Je veux juste ajouter un mot. Le fait qu'un article comme celui que j'ai écrit suscite à l'intérieur de la maison et à l'extérieur, j'ai une amende réaction, mais à l'intérieur de la maison, tant de réactions et tant de discussions mérite réflexion pour la direction. Mais je crois que ne dis pas qu'on ne réfléchit pas, tu sais. Non, mais sur les réactions. Non seulement ton article, mais pardonne-moi, mais les articles de toutes les autres têtes pensantes. Cette malheureuse histoire de soir dernière, qui était en réalité vraiment une crafounerie, pardonne-moi, elle a suscité des réactions, des réflexions. C'est fou. Mais moi, je c'est ça l'intérêt. L'attachement et la passion qu'il y a autour de cette maison, et ça, quand même, alors, ça m'encourage. Guillaume Chenevière, il y avait tout à l'heure une conférence de presse pour annoncer la grille des fêtes, à laquelle nous étions tous conviés. Et lorsque vous avez présenté cette conférence de presse, vous avez dit c'est un moment exceptionnel parce qu'au mois de novembre 1998, selon l'audimat, nous atteignions des sommets que nous n'avons jamais atteints depuis que ce système existe. Mais pas alors il n'y a pas un paradoxe entre la crise et l'intérêt des téléspectateurs. C'est pas la TV romande, tu n'as pas bien compris moi-même, c'est la télévision dans son ensemble. Ce qui est très étrange, c'est que la télévision qu'on donnait pour un peu perdante par rapport aux nouveaux médias, etc., vient depuis 3 mois de faire un bond en avant en Suisse romande, absolument incroyable. On arrive au mois de novembre à 3 heures par jour en moyenne, alors qu'on était à 2h30
l'ensemble des chaînes. Pour l'ensemble des chaînes. Et donc, pour que nous gardions cet espace national, ça signifie qu'il faut que nous aussi, on fasse une montée équivalente, ce que nous faisons du reste à peu près. Mais à quelles conditions? Avec quel type de programme et quel type de... je l'espère, avec de plus en plus de programmes culturels, parce que l'extraordinaire avantage de la deuxième chaîne, c'est que ça nous a tout d'un coup révélé que des programmes très exigeants peuvent tout d'un coup trouver un véritable public. Moi, honnêtement, j'ai fait une espèce d'émission Testament avec Georges Steiner, qui a été un grand plaisir pour moi, mais que je faisais en croyant que je le faisais comme ça, en laissant ça derrière moi, puis je dois vivre avec. Eh bien, très curieusement, il y a, pour une émission qui pourrait paraître de la vieille télévision, vraiment, hein, du temps de Guillemin ou du temps, des choses comme ça, eh bien, pas du tout. Il y a un public important. Écoutez, quand même, entre 10 et 15 000 personnes chaque vendredi pour suivre des entretiens qui, celui de vendredi dernier, par exemple, était quand même d'un niveau assez exigeant. Claude Torrasanta, vous faites encore de la télévision, vous avez encore un certain nombre de jours de travail dans la maison. Si vous aviez l'occasion d'échafauder ou de mettre sur pied un grand projet, ce serait quel type de projet en TV? Est-ce que vous en avez encore? Vous en avez eu beaucoup, vous en avez réalisé beaucoup, mais est-ce que vous en avez encore? J'en ai eu beaucoup, mais si vous voulez, je m'étais fixé dans ma vie des deuils successifs. Étant donné que j'étais profondément attaché à cette maison, je savais que je ne pouvais pas prendre ma retraite du jour au lendemain. Donc j'ai fait un premier deuil de mes fonctions, puis un deuxième deuil en arrêtant à 62 ans. Donc j'ai fait des deuils successifs, si bien que je ne veux plus imaginer des projets. Je ne voudrais pas me dire j'ai un projet, puis je ne peux pas le réaliser comme ils sont méchants avec moi, etc. Et tout. Donc au contraire d'ailleurs, à l'égard de la planification de cette maison, puisque je dois un certain nombre de jours, je suis très disponible, je dis est-ce qu'on me propose... Tu as encore un projet devant toi, du reste. Oui, mais j'essaie de ne pas... J'ai, si vous voulez, transférer l'immense attachement que j'ai pour cette maison et l'intérêt que j'ai pour la télévision sur d'autres préoccupations maintenant. Et si j'avais des projets, ce serait lié beaucoup plus à d'autres choses. Donc j'ai pas un projet comme ça. On va avoir l'occasion. Profiter de l'occasion pour dire à Guillaume, entre parenthèses, tu ne pourrais pas monter cette émission. À propos... Alex, vous allez nous emmener dans une autre télévision qui est quand même qui va intéresser nos deux interlocuteurs. Mais puisqu'on parlait hier de la Corse, que vous connaissez et surtout sur vos origines, on entend tous les jours parler d'attentats, de menaces, de choses. Et on s'est posé la question, comme cela se pose parfois dans des pays en guerre, mais comment fonctionne l'information? Alors, c'est vrai qu'il y a deux journaux, deux quotidiens écrits, mais qui tous deux appartiennent à des quotidiens du continent, Nice Matin ou le Provençal, qui sont donc d'une certaine manière des copies conformes avec simplement une page locale. Hein. Et puis, il y a tout de même, et là on est en plein service public, il y a tout de même une radio qui appartient à Radio France, qui est l'antenne régionale de Radio France, et qui s'appelle Radio France, Radio Corse plus exactement, Frequenza Mora. À Bastia, les studios de Radio Corse Frequenza Mora se trouvent au centre-ville, à 2 pas du palais de justice et aussi pas très loin de la préfecture. Première surprise, sur cette île où les attentats sont fréquents, l'entrée n'est pas gardée. Aucun policier, aucun uniforme à l'horizon. Deuxième surprise, la Corse faisant partie des départements français et la France n'étant habituellement guère favorable aux langues régionales, une bonne partie des programmes est diffusée en langue corse. Troisième surprise, dans cette radio dont la direction générale est à Paris, 10 des 11 journalistes sont corses. Sur un journaliste, effectivement, 10 sont corses, parce que d'abord, il y a effectivement un terrain spécifique, il y a une identité, on parle encore beaucoup le corse dans la rue, dans les villages. Effectivement, pour travailler... Il y a un besoin d'échange et de relations, donc en langue corse. Et puis il y a un cahier des charges également de la maison qui nous demande de développer, de rendre compte de cette identité, de faire des émissions en langue corse, des bulletins d'information en langue corse. Et donc on a toute cette actualité à rendre compte également en langue régionale. Il y a les deux langues qui se côtoient à RCFM, langue française, langue corse. Ça pourrait être peut-être un bon exemple pour d'autres domaines de la vie économique ou sociale ou administrative de la Corse. Bien, alors on va C'est cependant en langue française que 2 fois par jour, Jean Prunetta dirige le conseil de rédaction en duplex avec le studio d'Ajaccio, puisque le journal est commun aux 2 départements qui constituent aujourd'hui la Corse. Un conseil de rédaction qui, malgré les attentats, les règlements de compte, les extorsions de fonds, le petit et le grand banditisme, l'assassinat récent du préfet Erignac, la reprise en main par son successeur, le préfet Bonnet, et les multiples atteintes à la paix civile, garde un ton particulièrement serein.
si la situation devient très très difficile, très très délicate, suivant donc l'ordre et le degré, l'intensité de cette situation, il se peut que les positions se figent, deviennent un peu plus dures, et le journaliste, on s'en rend compte aussi dans d'autres régions, devient à ce moment le catalyseur. C'est lui qui parle, c'est lui qui dit ce qui se passe. Et on a tendance, ici souvent, mais ça peut arriver ailleurs, à considérer le journaliste comme le responsable de tous les maux parce qu'il a dit ce qui s'est passé. Et en fonction des gens qui ont fait cette actualité, ils le perçoivent à leur façon à eux. Ça a été bien dit ou mal dit. Et si ça a été pour eux mal dit, et évidemment, ils nous le font savoir. Donc ça peut être un coup de téléphone, de menaces parfois, comme c'est déjà arrivé, hein, de menaces non pas peut-être physiques, mais de dire tu vas passer telle information, tu vas voir ce qui va t'arriver, ou ta maison, etc. Mais bon, ces 10 dernières années, on compte ça sur les doigts d'une main, fort heureusement, même si ça ne devrait pas arriver. Et puis voilà, mais bon, il n'y a jamais eu de journaliste ou de journalisme qui ait, en fonction de ces menaces-là, changé d'orientation, en tout cas pas chez nous. On est quand même la radio de la Corse, et à travers les émissions que l'on fait ou le contact que l'on a avec les gens, la population de la Corse le sait très bien qu'on est leur radio, et donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des policiers pour regarder leur radio. Alors l'un et l'autre, comment réagissez-vous au portrait de cette radio-là? Bon, moi c'est une radio que je connais un peu parce que je l'ai souvent entendue. Pendant très longtemps, la radio Corse était une radio française. Et c'est vrai qu'il y a eu un profond changement avec des journalistes d'origine. C'est vrai ce que dit Prunetta, c'est les pressions. Car il ne faut pas, à la fois, il ne faut pas avoir une vision idyllique de la Corse. Il y a depuis quelques années un côté mafieux, un côté corruption. Et c'est vrai qu'il y a eu des pressions. Je rappelle que quelqu'un que nous avons bien connu dans cette maison, qui était Charles Santini, qui était directeur de la radio et de la télévision corse, lorsque le nouveau bâtiment a été construit, il était quelques semaines ou quelques jours avant l'inauguration, il s'est réveillé un matin, paf, tout avait sauté. Donc je veux dire, c'est quand même un monde un peu dur et violent. Ce qui est frappant là, si vous voulez, c'est effectivement le retour de la langue corse. Quand vous êtes dans les villages de l'intérieur, parce que le bord de mer de la Corse est très francophile. Toute la vie corse, c'est l'intérieur des villages. Ce qui est toujours fascinant de voir, et on peut le voir quand on assiste à une séance de rédaction, les gens passent d'une langue à l'autre sans cesse. Et comme il dirait, ils parlent de la vie personnelle, ils parleront en corse. Puis ils parleront de la télévision, ils parleront en français, parce que la télévision arrive souvent en français. Il y a très peu de programmes corse. Ce que je crois, si vous voulez, c'est qu'être journaliste en Corse, c'est jamais simple d'être journaliste. Mais être journaliste en Corse, c'est plus difficile, parce qu'il y a la pression des Corses eux-mêmes, qui sans arrêt se plaignent et autres et tout. Et puis, il y a le fait que c'est un monde de compromission, de corruption, etc. Oui, Guillaume. Non, moi, juste ce qui est, je pensais à l'Algérie. Moi, j'ai beaucoup de relations avec l'Algérie et je pense que là, dans des pays où c'est extraordinairement difficile, alors le métier de journaliste a sa pleine signification. Ce qui ne signifie pas que dans un pays comme le nôtre, où alors on n'a heureusement pas de menaces physiques, on n'a pas aussi cette haute responsabilité qu'on doit toujours penser, qui est celle d'être vraiment au service du pays et des gens pour lesquels on travaille. Juste une anecdote. Il y a un journaliste de Libération, une fois, qui a écrit un article assez vif contre le mouvement nationaliste corse, et il y a eu, c'était publié, des appels à, vraiment non pas simplement le lyncher, mais vraiment des appels au meurtre de la part des milieux nationalistes. C'est quand même une chose inadmissible. Et c'est vrai qu'il y a eu un dévoiement du milieu nationaliste, et c'est vrai qu'il y a des pressions sur les journalistes, des menaces sur les journalistes. Alors il ne faut pas exagérer, c'est pas un pays en guerre, mais ce qui fait que le travail n'est pas simple, d'autant plus dans ce pays centralisé, les directives de Paris ne comprennent pas toujours la réalité culturelle de la région. Juste pour conclure et peut-être changer de ton, parce que tous les deux, vous vous connaissez très bien et depuis longtemps, et on a fait une enquête avec l'équipe de Zigzag, et on s'est rendu compte que, par exemple, à l'université, vous étiez déjà là. Vous avez créé l'action universitaire, comment? L'action étudiante. L'action étudiante. Ouais, l'action étudiante. Et vous allez vous retrouver les deux. Alors décrivez-nous Claude Torasanta quand il était étudiant. Moi, je l'ai surtout connu au théâtre, en réalité. Oui, on a fait du théâtre ensemble. Moi, j'avais monté une pièce avec mon ami Michel Vial, nous avions monté une pièce de Sartre. Et figurez-vous que c'était un scandale de monter Sartre à cette époque. Le Sénat de l'université avait refusé une subvention de 1000 francs. Mort sans sépulture. Voilà, parce que c'était trop vilain. Et il y avait Claude et sa femme. Elle ne parlait pas, Claire, mais elle était très très belle. Tu vois, elle avait un rôle muet. Elle était devant la scène. Donc on précise que Claire est la femme de Claude Torasanta. Voilà. Et alors, toi, tu jouais un espèce de un méchant, hein, oui. Ce qui ne me convient pas. Non, naturellement, c'était un contre-emploi, mais tu le faisais pas mal.
Et puis alors j'avais créé Action Et puis, étudiante, mais là c'était... et puis tu disais du Dos Passos. Alors c'était dans une autre pièce, je devais du Dos Passos, un autre spectacle. Oui, c'est vrai. Et je me rappelle quand on allait chez Guillaume, tu habitais du côté de la rue de Carouge. Voilà, j'habitais au Minoterie, oui. Ouais, et on allait chez lui et j'étais impressionné par Guillaume parce que Guillaume citait Brecht, avait une connaissance de Brecht, puis citait parfois aussi Marx, mais ça c'est autre chose. Mais avait une culture politique assez grande. Dites-nous, est-ce que toutes vos pièces avaient du succès? Oui, le Sartre a eu beaucoup de succès, et après on avait monté Mayakovsky, qui avait aussi eu beaucoup de succès. Et le journal avait été un événement. Moi, à l'époque, j'étais un espèce de révolutionnaire, entre guillemets. J'avais été nommé président de l'AG, et j'ai été démis de mes fonctions par le Sénat de l'université, parce qu'à l'époque, tout ça a été contrôlé, et qu'on me considérait comme trop dangereux. Quel honneur. Il était beaucoup plus à gauche que moi, que nous à l'époque. On vient de voir un document qui est passé à l'antenne, sur lequel il y avait votre photo, on ne vous reconnaît pas vraiment. Il y a le nom, et au-dessous, il est écrit invalidé. Oui, c'est ça. Il y avait toi, Valo Cher. Oui, Outmacher, je ne me rappelle plus qu'on était. Et on est quand même frappé parce qu'on a retrouvé donc quelques revues de cette époque. On voit que vous y étiez, on voit dans le même article que Gérard Sapet, qui va être directeur de la radio, y est également, Alain Cherlig, Renato Burgi, Claude Savary, qui aura une agence de communication. Et c'est-à-dire que c'était un clan ou c'était un ferment? Non, je crois que c'était un ferment. Je crois qu'il n'y avait pas tellement de clans. Non. Moi, je me rappelle, mon père était terrorisé parce qu'il croyait que je faisais partie d'une cellule révolutionnaire. Ce n'était pas le cas. Mais nous étions, on voulait remettre en cause. Voilà, c'est quand même 10 ans avant mai 68. C'était une remise en cause des structures. Voilà, on voulait commencer à ouvrir ça. Et il y a eu là un souffle. On a pris le pouvoir à l'AG, on a pris le pouvoir à Belles Lettres, comme le rappelait hier Renato Burgi. Et c'est vrai que c'était oui, c'était pas un clan, c'était un ferment. Et puis une autre chose qui nous lie, c'est qu'il lui aussi, comme moi, a eu sa première fille en étant étudiant à l'université, 6 semaines avant la mienne. C'est vrai, c'est vrai. Donc nous étions à l'époque, c'était considéré quand même de très très jeunes parents. Est-ce qu'à l'époque, c'était le cas, j'étais affreusement jeune parent. Alors pour conclure, est-ce qu'à l'époque vous pensiez devenir un jour directeur de télévision? Est-ce qu'à l'époque vous pensiez devenir un jour un des patrons ou le patron de l'information à la télévision romande? En ce qui me concerne, non. Il faut bien dire, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire, mais nous faisons partie, Guillaume et moi, d'une génération qui est arrivée, j'allais dire aux affaires, qui est arrivée à trouver un emploi à la fin des années 50, début des années 60. Tout était possible. Moi, j'ai vraiment eu le choix. Vous pouvez choisir, aller dans une régie, aller à l'UBS, aller dans une entreprise qui faisait de l'informatique à l'époque, on est au début. On pouvait vraiment choisir. Donc j'ai accepté de faire du journalisme. J'avais fait aussi quelques piges dans la presse écrite, dans le Courrier et la Suisse. J'ai fait le journalisme en me disant, si ça ne va pas, je changerai. Je pourrais changer parce qu'on pouvait vraiment choisir. On va faire tout ce parcours demain avec vous et après-demain. Et vous, Guillaume? Et moi, j'avais hésité à faire de la télévision parce que j'ai fait mon stage en 58, justement. Puis après, j'ai fait autre chose finalement. Mais ça, la question que vous avez posée m'a rappelé une question plutôt une question que je t'avais posée. Est-ce qu'il n'y aurait pas, quand j'étais au théâtre de Carouge, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, j'avais dit une fois à Claude Torracinta, il n'y aurait pas un poste de balayeur à la télévision romande, mais je t'avertis, si jamais tu me confies un poste de balayeur, 8 semaines plus tard, je serais directeur de la télé. Ça n'a pas été tout à fait aussi court, mais c'était à peu près ça. Et puis ensuite, on s'est vu dans une table ouverte. Ah oui, c'est ça. Et je t'ai dit, Guillaume, il y a un poste qui se libère. Voilà. Tu devrais venir à la TV. Oui, c'est le destin. Merci à tous. Demain, on va continuer ce parcours. Vous êtes le bienvenu, Guillaume, d'ailleurs, si vous voulez venir, parce que demain, on parlera de mai 68. Plaisir, on va parler des débuts de la carrière de Claude Torracinta, ses premières interviews, ses premières responsabilités, ses entrées. C'est vraiment toute la préoccupation de cette semaine, c'est de se dire, au fond, un homme qui, à travers ses racines et à travers son parcours, représente, et vous aussi, une époque, un temps et des questions. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir permis d'éclairer un certain nombre de points.
Nothing but